Ravi de vous retrouver sur cette antenne 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. L'avocat a fait face à la presse ce jeudi. Les détails dans un court instant. À Thiaroye-sur-Mer, le pire est à craindre à cause d'une fuite de carburant qui s'écoule du pipeline de la Sarre. Les populations lancent un appel à l'aide, leur témoignage au cours de cette édition. Les travailleurs de Tigo en colère. Le syndicat vient de décréter 6 jours de grève. Ils réclament une prime de cession après le rachat de leur entreprise par Wari. Litige foncier à Djid de Thiaroye-Kao. Les responsables d'un lieu de culte s'opposent à la construction d'une maison à l'entrée de leur mosquée. Les deux parties se disent déterminées à croiser le fer si rien n'est fait pour arbitrer ce contentieux au plus vite. Enfin, l'invité du 20h, il s'agit du docteur Thierno Birahim Aou, directeur général du CETUD. Il est interrogé par Antoine Diouf, une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous entamons tout de suite avec des accusations de dilapidation des ressources financières au sein de l'Assemblée nationale. Des révélations de l'avocat Maître El Hadji Diouf face à la presse ce jeudi. L'avocat a brandi des preuves en réponse à ceux qui lui ont réclamé. Ces accusations portent notamment sur des surfacturations constatées au niveau du parc automobile de l'hémicycle. Les détails avec Mambiram Diouf. Maître El Hadji Diouf apporte ses preuves et dit à qui veulent entendre ces 4 vérités sur ce qu'il appelle surfacturation et détournement de deniers publics à l'Assemblée nationale. Moi-même, j'ai eu le réflexe. Peut-être ce qu'aucun député n'a fait. De faire photocopier une ou 2 fois les factures de vidange. Parce qu'en fait, les députés, ce qui les concerne, ce qui les intéresse, c'est de faire vider leur véhicule et de partir. La surfacturation. Ça a varié 120, 180, 170, 140, mais au moins 128 000. Depuis 2012, en effet, une société anonyme dénommée Expert Auto a pris le relais de la société Total Sénégal et pratique des tarifications qui, au terme de nos investigations, semblent largement au-dessus des prix de la plupart des spécialistes de la place. Des pneus au coût exorbitant, tout comme les plaquettes de frein, un marché juteux dans une nébuleuse totale, estime-t-il. Les 4 pneus. 800 000 Expert Auto, société créée en 2012 pour détourner l'argent de l'Assemblée nationale. Pour 4 pneus. Et les 4 pneus, quand on les change, ils les conservent pour les revendre. Et c'est les biens de l'Assemblée. Pour Maître El Hadji Diouf, qui réclame une assemblée de rupture, l'hémicycle est secoué par un autre scandale, des émoluments et autres avantages accordés à certains élus. C'est quand je fais le bilan de la magouille à l'Assemblée, je parle de ça. Mais vous ne savez pas aussi que le président du groupe parlementaire majoritaire comme de l'opposition, mais le président du groupe parlementaire de la majorité, il a une somme colossale de fonds politiques. Et ce n'est pas inscrit dans le budget. On a combien? Non, les gens vont dire à gauche à droite diaboliser. Allez-y. Mais Moustapha Diakhaté, il a 5 millions hors salaire. Au total, ça vous fait 9 millions à la fin du mois. Personne n'en parle. D'où la descente que doivent effectuer des organes de contrôle comme l'IGE. Maître El Hadji Diouf, lors de ce face-à-face avec la presse dans un lieu symbolique, l'Assemblée nationale alerte pour, dit-il, éviter le pire. L'actualité politique à présent pour parler de la non-investiture d'Aliou Sall à Guédiawaye, un choix qui, selon Yorodia, va permettre d'éviter le débat sur la dévolution monarchique du pouvoir. L'analyste politique pense également que cette option va profiter au régime en place qui pourra ainsi mieux vulgariser le bilan du président Macky Sall. Al-Hassan Ba et Ababakar Kamara l'ont rencontré. Reportage. Beaucoup de choix annoncés dans les investitures, certains on s'y attendait, d'autres non. Par exemple, pour le cas de Benno Bokk Yakaar, au-delà de Mohamed Boun Abdallah Dionne, tête de liste nationale, Amadou Ba est annoncé à Dakar. L'autre fait, le frère du chef de l'État, Zappé. Selon l'analyste politique, cela va permettre de concentrer le débat sur le bilan du gouvernement Sall. Si par hasard Aliou Sall était sur les listes, il n'y aurait pas eu de débat parce que, évidemment, ce serait du pain béni pour l'opposition qui serait l'occasion pour dire que nous avons
encore un autre projet monarchique. Puis à partir du moment où Aliou Sall n'est pas candidat et qu'on va peut-être avoir un véritable débat, donc le débat va porter sur le bilan du gouvernement. Et quand on dit bilan du gouvernement, il n'y a pas de personne mieux habilitée que le Premier ministre. À Manko Taxawu Sénégal, le député Thierno Bocoum semble être oublié selon des informations. Thierno Bocoum a été un très grand député. Il fait partie des députés qu'on a le plus entendu à l'Assemblée nationale. Il a eu beaucoup d'initiatives. Mais comme la liste, c'est le département de Dakar, et puis dans le truc de l'opposition, on pense naturellement que l'opposition doit être réservée à Khalifa Sall. Et souvent le problème des listes, c'est souvent le problème des listes, c'est souvent le problème des coalitions. Les gens manquent souvent de générosité. Des frustrés, il n'en manquera pas les conséquences d'une demande largement supérieure aux places disponibles. Aussi bien l'opposition que la majorité, les gens sont confrontés toujours au même problème. Et ça, c'est un grand problème dans la vie politique au Sénégal. Il y a une inflation constante du personnel politique. Et c'est ça qui explique qu'on ait créé le HCT, c'est ça qui explique qu'on ait fait passer le nombre de députés de 150 à 165. Les choix stratégiques du président de la coalition Benno Bokk Yakaar compréhensible de l'avis de Yorodia, les législatives un gros test pour Macky Sall. Que Mimi dirige la liste nationale, moi je ne pense pas que le président y ait pensé pendant une minute, parce qu'elle avait peur. Elle avait peur du Grand Yoff. Si l'opposition gagne, APR va signifier avis préalable de résiliation. Parce que je vois mal l'opposition gagner les législatives et perdre la présidentielle. Mais par contre, si Macky Sall gagne, APR va signifier avis préalable de reconduction. Et c'est pourquoi les élections législatives sont très très importantes. Les dés sont ainsi jetés. Le 9 juin, publication définitive des listes. Va-t-on assister à des votes sanctions ou autres après certains choix? Le 30 juillet nous édifiera. Lancement ce jeudi d'une cellule d'initiative et d'alerte par des cadres de l'APR. Objectif, réunifier les membres du parti et apporter une contribution scientifique à la politique publique. En réunion, la stratégie pour gagner Dakar aux législatives a été évoquée. Le choix d'Amadou Ba comme tête de liste départementale est approuvé par les cadres du parti. Nous écoutons d'ailleurs un des leurs, Lamine Niang. Il est au micro de Mame Biram Diouf. En ce qui concerne le dépôt définitif des listes, qui a été clôturé avant-hier, nous attendons la publication officielle de la liste définitive qui pourra confirmer définitivement les têtes de liste et les personnes dont les noms figurent sur les listes. Nous disons que, en tant que cadre de l'APR, en tant que cadre de la CIA, nous sommes convaincus que cette bataille des législatives pourrait être remportée par la coalition Benno Bokk Yakaar sur toute l'étendue du territoire. C'est ça qui est important pour avoir une majorité confortable à l'Assemblée et garantir la stabilité de notre pays et poursuivre les projets qui sont déjà entamés à travers le PSE. Ceci, si on le dit, on met dans le paquet Dakar. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce qu'en face, on a une opposition qui n'a aucune alternative crédible à proposer aux Sénégalais. Sinon faire dans la désinformation, dans l'amalgame, dans la confusion. À Thiaroye-sur-Mer, une fuite de carburant s'est déclarée depuis 4 heures du matin. Un pipeline de la société de raffinage Swant, ce qui inquiète la population qui appelle au secours. Falandiaï, un des habitants, crée pour leur sécurité et leur santé. Ce dernier, dont la maison de son père est justement établie sur la balise de sécurité installée par une équipe de la SAR, a lancé un SOS. Salif Sow, Asmalik Diop. Danger. Son environnement est pollué par une fuite d'essence. Déboussolée, cette femme vivant avec son vieux époux en situation de handicap étale ses craintes. Dama defe woon ne robinet bi la ñu ne ma saxar saa ngi boo fi taalee essence bee tax bu fi taale fii laa toggale góor gi añ puisque góor gi dafa paralysé mënut a dem fenn tey nag mënuma aw ma fu ma aw ba toggal ko depuis 4 heures de matin mu ngi bal man kay tiit naa trop ak loola tax taale wu ma fi man naa tàkk te bu tàkkee du ma am ku ma ko génneel taxu rek laa bëgg ku ma ko may ma jël de
Sa maison se trouve désormais dans la balise de sécurité. La zone est sécurisée par une équipe de la Société africaine de raffinage SAR au quartier Issa Diop de Thiaroye-sur-Mer. L'on craint l'irréparable. tuyau bi am na fi 60 ans xaw ma 100 ans am na ko fi chaque jour patron yi ñëw fi wiri fi xool dem ak seen yoon te defuñu fi dara ndax mënoo gis lu mel nii muy am bés bu set nga ne doo ñëw doo ko defar doo ci jël ay matukaay te paa bi fi dëkk amul góor ñun ñi ñooy ay jigéenam ñetti doom yi jigéen la am chaque jour ñu bàggante suñuy kër di fi ñëw loolu mënuñu kaa surveiller nañ fi jëlee lii président maa ngi lay woo nga ñëw dimbali ñu jële fi lii ndax sa nguur la de lu fi amit ci yow la jëm si. Le service communication de la SAR n'a pas voulu se prononcer sur l'affaire, du moins officiellement. Toutefois, les fuites des produits de la Société africaine de raffinage commencent à devenir monnaie courante ici. Les habitants de la localité sur le qui-vive ne sont pas exempts de reproches. Les maisons et entreprises sont construites dans l'emprise des tuyaux de la SAR mis sous terre. Thiaroye-sur-Mer est assise sur une poudrière. Les pipelines doivent être remplacés tous les 10 ans. Les mêmes sont là depuis 1961. Mouvement d'humeur à Tigo, le syndicat national de Saint-El décrète 6 jours de grève. Leurs revendications tournent autour de 5 points, notamment une prime de cession après le rachat de leur entreprise par le groupe Wari. Autre requête, la restitution des avantages liés à la cession de la licence. Ça remonte en 2009. Chérifidia. Ils ont fermé leur bureau, tourné le dos à Tigo et ne comptent reprendre le travail que le 6 juin. Ces travailleurs de Saint-El ne peuvent plus supporter l'inertie de la direction générale de Tigo face à leurs points de revendication. Les revendications sont claires. Nous avions déposé une plateforme revendicative qui avait 5 points. Le premier point était relatif à la prime de reconnaissance issue de la vente. Le second point était clair, il était relatif à la restitution des avantages que les employés avaient cédés en 2009. Il y avait un troisième point qui était relatif à l'ouverture de l'actionnariat de l'entreprise en cas de vente, même avant la vente. Ça, nous courons toujours dessus, toujours derrière. Et 2 autres points, l'un était relatif à un plan logement et l'autre à un plan véhicule. Autre point de discorde entre ces travailleurs de Saint-El et leur direction générale, la prime de cession et la restitution des avantages cédés en 2009 du fait du problème de licence. Avec la récente vente de l'opération Tigo à Wari, qui avait été annoncée en février 2017, nous avions engagé avec Tigo des discussions afin qu'avant qu'ils ne partent, qu'ils nous restituent l'ensemble des avantages qu'ils nous devaient. Ça, c'est un. Nous leur avions demandé également, étant donné qu'une prime de reconnaissance, étant donné que les employés avaient travaillé dans cette entreprise-là pendant 20 ans et avaient fait de Tigo ce qu'il est aujourd'hui, nous leur avions demandé de dire avec clarté et de restituer au moins une partie de ces proceeds aux employés. En riposte à ce mouvement d'humeur, la direction générale de Tigo ordonne aux grévistes de lui restituer leurs outils de travail. Ils ont envoyé aux employés un mail 10 minutes avant qu'on ne parte en grève et ils leur ont demandé de rendre tout matériel qu'ils avaient par devers eux, à savoir le badge, à savoir les ordinateurs, tout le matériel qu'ils avaient par devers eux. Ce qui est en violation totale du droit du travail. Toutefois, le syndicat national des travailleurs de Saint-El rassure les abonnés que la grève n'aura pas de conséquences sur la qualité du réseau. Et nous restons avec ce sujet pour vous dire que nos reporters ont tenté de joindre la direction générale de Tigo, mais cette dernière en réunion n'a pas voulu se prononcer sur cette sortie des travailleurs. Litige foncier à Djidde Thiaroye Kao, la construction d'une maison à l'entrée d'une mosquée provoque l'ire des populations. L'occupant du terrain ainsi que l'architecte qui a bâti la mosquée brandissent chacun son autorisation de construire, mais les responsables du lieu de culte se montrent très déterminés. Ils maintiennent leur position, affirment que les travaux de la mosquée avaient été suspendus par arrêté préfectoral avant d'être repris suite à un autre document signé par le sous-préfet de Pikine, Dagoudan. Salif Sow a interviewé Gorasek, bâtisseur de la mosquée. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on se voit lésé, offensé. Ils peuvent nous conduire à tout ce que vous pouvez attendre, à la violation des droits de la population. En fait, on ne veut pas faire de bruit et on l'a toujours dit. On a contacté toutes les autorités de ce pays. Pourquoi? Il n'y a pas d'autre surface. Ils n'ont qu'à lui donner. C'est un bail. Un bail, c'est quoi? C'est un terrain loué à quelqu'un.
on n'a qu'à lui chercher une autre surface. C'est l'espace de la mosquée. Occupé, ça fait plus de 10 ans. 1, 2, moi en 90, parlant de mon cas, j'ai eu mon autorisation de construire. Là où il a construit, avec mon autorisation de construire, c'est une entrée de garage. On m'autorise en 90 une entrée de garage. En 2017, on lui autorise pour faire une maison devant l'entrée de garage. Et j'ai mon autorisation en bonne et due forme. Donc on est dans quel Sénégal? On donne des autorisations à tort et à travers sans pour autant respecter les règles de l'art. On est dans quel Sénégal? C'est de l'anarchie totale. On prémature des arrêtés. C'est un Sénégal de pression. Et maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Le gars me dit qu'il a dépensé plus de 20 millions pour ce lopin de terrain. Ces 20 millions, où est-ce qu'il a mis? À nous, c'est un point d'interrogation qu'on est en train de poser. C'est une question qu'on est en train de poser. Où est-ce qu'il a mis ces plus de 20 et quelques millions, ces économies? On ne sait pas. Nous, de toute façon, on est déterminés à aller jusqu'au bout. On n'est pas là pour tuer, on n'est pas là pour violenter personne, on est là pour la vérité. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Des GAP, les guichets automatiques de billets en cette fin de mois qui coïncide avec le début du Ramadan. Eh bien, c'est le grand rush au niveau de certaines banques. Constat, beaucoup de dysfonctionnements sont notés. Résultat, retirer de l'argent devient un véritable casse-tête pour les clients. Fatidien. Il est déçu, énervé. Depuis ce matin, Cher Sadbou fait le tour des distributeurs. Retirer de l'argent devient un parcours du combattant. Je suis venu depuis ce matin vers 23 h, je suis venu, j'étais là. Et après, il n'y en a pas. J'ai fait le tour de toutes les banques, mais je n'ai rien vu. Je crois que même le fin du mois passé, c'était comme ça. On est venu, mais il n'y avait pas d'argent. Le père de famille n'est pas le seul à vivre cette situation. Il ne sait plus où donner de la tête. Je suis venu, le vigile m'a expliqué que comme quoi ils ont installé une nouvelle machine et tout ça. Bon, il m'a dit que bon, ça marche, mais il suffit d'aller au GAP et tout ça. Vous pouvez faire consultation solde, mais vous ne pouvez pas faire un retrait. Si vous faites un retrait, ça rejette votre carte. Bon, je dis que c'est pas normal et tout ça, parce que bon, comment je veux dirais-je, le fait qu'on demande une carte à la banque, bon, c'est normal, bon, je peux dire que c'est 24 heures sur 24. Ces salariés interpellent les responsables. Selon eux, cette situation peut avoir des conséquences. Il m'est arrivé plusieurs fois, ce n'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois où je pars dans un GAP pour retirer de l'argent et je trouve que le GAP est hors service. Et ça nous porte d'énormes préjudices, d'autant plus que nous sommes des pères de famille. Nous avons besoin d'avoir de l'argent à des moments des fois critiques. Par exemple, la nuit où il y a quelque chose, vous avez un incident qui vous arrive, vous devez transporter votre enfant à l'hôpital. Si vous n'avez pas de l'argent avec vous, vous pensez qu'avec la carte, vous pouvez retirer. Vous allez au niveau du GAP et vous trouvez qu'il n'y a plus d'argent. Il faut que les dirigeants de la banque nous comprennent parce qu'il y a le mois de Ramadan, on a besoin de notre argent, mais on ne trouve pas. Donc il faut régler ce problème-là parce que ce n'est pas bien quand même. Avec la fin du mois, le rush est constaté dans les distributeurs d'argent. Avec les dysfonctionnements notés, ces Sénégalais sont parfois obligés de rentrer à la maison sans leur argent. Construit pour désengorger l'avenue, le nouveau parking établi le long de Bourguiba semble produire l'effet contraire. Et pour cause, les tarifs pour bénéficier du service sont jugés excessifs par les entreprises qui se trouvent à côté. 500 francs CFA, c'est le prix à payer pour y stationner pendant 1h30 minutes. Ce que fustigent les usagers qui affirment que cette situation découle des conséquences de l'acte 3 de la décentralisation. Fatima Ba. Les machines sont installées, les tarifs connus. Bientôt, ce parking sur le long de l'avenue Bourguiba sera payant. Une décision de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur diversement appréciée. J'ai vu les tarifs, mais j'ai remarqué que c'est trop cher. Parce que il y a 7 minutes à 50 francs, donc 15 minutes 100 francs, 1h30, 500 francs. Alors que nous, on passe la journée ici. Donc qu'est-ce qu'on va payer? Même en ville, on ne trouve pas ça. C'est trop cher pour un citoyen lambda de payer 500 francs pour 1 heure de temps pour un parking.
nekkul état bi rek moo ko mën a liggéey ñun suñu bopp ñoom mën a defar seen réew. En face de ce parking, plusieurs entreprises. Si ces dernières s'acquittent des taxes municipales, ce parking n'a donc pas sa raison d'être de l'avis de ce travailleur. Je pense qu'à ce niveau, je sais que par rapport à ces entreprises qui sont installées ici, ils paient des droits. Maintenant, par rapport à ces droits-là qu'ils payent, si toutefois que les usagers vont payer encore le même montant, moi je pense que c'est anormal. Voilà, donc vraiment, il y a lieu de voir aujourd'hui, est-ce que les entreprises qui sont là payent vraiment le parking? Si oui, donc nous, on n'a pas payé. Je travaille depuis 3 ans ici, oui. Cet automobiliste, lui, a déjà trouvé une solution à ce qu'il qualifie de problème. Les gens seront obligés de garer en face, quoi. Puisque au niveau de la mairie de Point-E, il n'y a pas ces appareils qui sont installés. Donc on sera obligé de stationner de l'autre côté ou voir au niveau des quartiers environnants. Pour certains, cette situation est une autre conséquence de l'acte 3 de la décentralisation qui fait que les mairies sont toujours en quête de fonds. Le projet de loi portant code de la presse examiné et adopté hier en Conseil des ministres, un geste fort apprécié par les journalistes qui, depuis presque 10 ans, courent derrière ce code. La seule inquiétude pour la corporation, toutefois, demeure son décret d'application. Fatou Bintou Conté, Tierno Laurent Mendy pour les détails. Le projet de loi portant code de la presse a été examiné et adopté par le gouvernement hier en Conseil des ministres. Une décision fortement saluée par les journalistes. C'est une bonne avancée et nous saluons vraiment l'adoption en Conseil des ministres du projet de code de la presse. Nous l'attendions depuis longtemps parce que ça va réorganiser carrément notre profession. C'est un long processus qui a été enclenché depuis 2011. J'ose espérer tout simplement que cette adoption-là ne va pas subir le même sort qu'il y a quelques années avec Abdoulaye Wade, si mes souvenirs sont bons. Il avait été aussi adopté sous Wade, mais c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'il y a eu un blocage. Pour le rédacteur en chef de Sud Quotidien, il ne faut pas trop s'enthousiasmer, car dans ces cas de figure, l'applicabilité pose problème. Ce qui reste maintenant à faire, c'est l'applicabilité, surtout c'est les décrets d'application, c'est à ce niveau. Il ne faut pas aussi qu'on mette la charrue avant le bœuf, qu'on s'enthousiasme d'une telle sorte qu'on pense que tout est déjà fait. Il y a la problématique des décrets d'application. C'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment mener le combat, mais c'est toujours bénéfique pour nous. Osons espérer que ce code de la presse-là va un tout petit peu réglementer cette corporation-là. Et on attend en fait que ça passe rapidement à l'Assemblée nationale et également aussi qu'on travaille après de la promulgation sur les décrets d'application parce que c'est le plus important. Sans ces décrets, le code ne servira à rien. Avec ces élections législatives qui s'approchent, adopter le code de la presse n'est-il pas une opération de charme? Les journalistes ne le voient pas sous cet œil et comptent faire leur travail convenablement. C'est vrai que par rapport au contexte actuel, on peut penser que c'est une opération de charme parce qu'en fait là on est à moins de 2 mois des élections et nous savons tous qu'en tout cas ce que ça représente pour le pouvoir actuel. Mais la presse, elle est libre et démocratique et je pense en tout cas qu'elle fera son rôle en toute équidistance par rapport à toutes les listes qui ont été déposées. Pour rappel, c'est en 2008, sous le magistère du président Abdoulaye Wade, qu'avait débuté la rédaction de ce code de la presse. Parlons éducation à présent. Enseigner avec nos langues nationales peut être le moteur de l'émergence de notre pays. C'est la conviction des inspecteurs de l'éducation et de la formation, l'IEF de Bignona, mais aussi d'Oussouye. Ils l'ont fait savoir aux autorités étatiques ayant pris part à des manifestations dédiées à l'école dans leurs départements respectifs. C'était en présence de notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. Enseigner dans nos langues nationales, un défi que le Sénégal doit relever s'il veut faire partie des pays émergents à l'horizon 2035. On attendait effectivement une volonté politique du chef de l'État qui a bien compris qu'en fait il faut utiliser nos langues comme médium mais également comme support pour booster la connaissance chez l'enfant et donc dans tout le processus d'acquisition du savoir. Les spécialistes de l'éducation, par ailleurs respectivement inspecteurs de l'éducation et de la formation d'Oussouye et de Bignona, le confirment. Naturellement, les analyses, les expérimentations faites en la matière, tous les résultats ont montré que enseigner dans les premières années en utilisant les langues nationales, les élèves sont 1000 fois plus performants que les élèves qui utilisent les écoles traditionnelles avec le système français. Nous pensons que si nous voulons réellement
amener nos enfants à comprendre certains concepts que nous développons avec d'autres langues, il faut véritablement s'engager résolument vers l'introduction effective, n'est-ce pas, de nos langues. Un obstacle devrait plomber cette volonté politique. Les contraintes sont là. Aujourd'hui, au Sénégal, on a combien de langues codifiées? 21 langues codifiées. Quelle est la langue qu'il faut introduire d'abord? Mais je crois que les autorités en sont conscientes. On ne désespère pas. Les inspecteurs de l'éducation et de la formation de Bignona et d'Oussouye s'expriment ainsi en marge de manifestations départementales dédiées à l'école. Popenguine-la-Sainte s'apprête à recevoir ses pèlerins. Toutes les dispositions sont prises pour assurer une bonne marche aux fidèles. Le thème de cette année, de cette 129e édition, Marie, mère éducatrice, modèle pour les communautés. Une particularité dans la célébration du pèlerinage cette année, les moments forts de la visite du pape Jean-Paul II en 1992 seront revisités à Aïssa Topaya. Marie, mère éducatrice, modèle pour les familles et les communautés. Le thème de la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Pas du tout fortuit, un appel aux valeurs, la Vierge Marie étant modèle de vertu. Prier avec les apôtres jusqu'à l'avènement du Saint-Esprit. Donc c'est pour dire que c'est ce modèle de silence, ce modèle de confiance, d'espérance, de docilité, d'humilité qui est offert aux familles et aux communautés. Je veux dire à nos chères mamans et à nos chères sœurs. Si toutes les mamans et toutes nos sœurs pouvaient être comme Marie, je pense que ce monde serait un monde où il ferait très bon vivre, un monde de paix. Et que Marie a été cette maman qui a accepté que la volonté de Dieu se réalise en elle, dans le silence, dans l'humilité et l'effacement le plus total. La visite du pape Jean-Paul II en février 1992 va être mise en exergue. La particularité de ce pèlerinage. Et il y a un dossier spécial sur la visite du pape Jean-Paul II et son message dans ce carnet-là pour leur permettre tout au long de la route de s'en souvenir et de méditer à nouveau ces messages, de le prier. Également, une fois à Popenguine, il y a le livret du pèlerin dans lequel également il y a un dossier spécial réservé à cet anniversaire de la visite du pape Jean-Paul II. Et nous avons, à travers les écrans qui sont là pour diffuser les messes, mais qui, entre une messe et une autre, sont aussi des tribunes pour faire passer en boucle des éléments, parmi lesquels cette visite du pape Jean-Paul II, avec des éléments authentiques. 17 000 marcheurs attendus, 500 médecins et infirmiers. Un espace presse sera même aménagé à la Maison des Sœurs à Popenguine. Et nous restons avec l'organisation du pèlerinage marial de Popenguine. Les visites médicales pour les futurs pèlerins sont désormais ouvertes. Cette année, pour la région de Dakar, toutes les consultations médicales se feront au CERFI. Pèlerins du privé comme du public qui convergent sur place. 8 médecins assurent le service. Aminata Mbarisso. Les lieux sont pris d'assaut. Ces futurs candidats au Hajj attendent leur tour chez le médecin. Bon, je suis arrivée ici à 7 h du matin. Ouais. Mais quand même, il y a la discipline quand même. Depuis qu'on est arrivé, il n'y a pas de souci. On a eu nos tickets, on est resté dans les rangs et on attend. Parce qu'il y a beaucoup de monde, mais ça va, ça se passe bien. Dans les salles de consultation, différentes pathologies sont diagnostiquées. Surtout ce qui est recherché, c'est le diabète et la tension. C'est les deux pathologies qu'on recherche le plus. Donc, une fois qu'on fait la première intervention, après on passe à la table, on fait la consultation en elle-même. Docteur Mampati Diakhaté fait partie des médecins désignés. Depuis le début des visites médicales, des dizaines de patients inaptes sont enregistrés. Tous les jours, on voit 10, 15, une vingtaine de patients qui viennent avec des tensions élevées, qu'on est obligé soit de mettre sous traitement ou de demander un bilan et de faire revenir en rendez-vous. Parce qu'on veut, cette année, amener des pèlerins qui sont en bonne santé. Ça nous permet, on a 8 médecins. Chaque médecin consulte 30 patients par jour. Et l'ensemble des médecins, pour l'ensemble des consultés, fait un nombre de 240 futurs pèlerins à consulter par jour. Madame Cissé, elle, est déclarée apte.
Là, elle procède à quelques vaccinations préalables. Je suis venue pour remettre mes résultats au médecin. Donc, tout s'est bien passé. Ils sont en train de faire mes vaccins. Donc, tout s'est très bien passé. Alhamdulillah. Cette année, la délégation générale au pèlerinage a décidé de centraliser toutes les consultations dans un seul centre. Ici, des pèlerins du privé comme du public sont accueillis. Par contre, dans des régions ou des départements, des équipes médicales sont également déployées pour procéder aux visites d'aptitude au pèlerinage à la Mecque. Devinez, il ne s'agissait pas là de consultation pour le pèlerinage marial, mais plutôt pour le pèlerinage à la Mecque. Toujours en religion, la nuit du Laylatul Qadr célébrée ce 15 juin à Touba. Les préparatifs vont bon train dans la ville sainte. Un CRD a d'ailleurs été tenu à la gouvernance de Diourbel pour faire le point. Le gouverneur indique que les surcharges ne seront aucunement tolérées sur les routes. Le comité d'organisation se dit rassuré par les engagements pris. Je vous propose d'écouter Mohamed Ndaou et Serigne Abdullah Khatm Fatma, tour à tour au micro de nos correspondants Mohamed Diop et Tala Samba. Il y a 10 mesures qui ont été arrêtées en conseil interministériel pour lutter contre les accidents de la circulation. Et parmi ces mesures figure la lutte contre les surcharges. Et de ce point de vue-là, les gendarmes et les policiers sont intraitables. Et même leur propre chef ne peut pas leur faire changer de mesures en la matière. Donc, véritablement, faire de telle sorte qu'on évite qu'il y ait surcharge. Au sortir de cette réunion, nous sommes rassurés par les différents engagements qui ont été pris par les chefs de service et par la mairie de Touba. Et nous pensons que, comme par le passé, ces engagements seront tenus. Et cela devrait nous permettre de passer un excellent Magal sans difficulté. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier M. le gouverneur et l'ensemble de son équipe, le second qui l'accompagne dans son travail. Remercier également la mairie et lui demander de transmettre nos vifs remerciements au président de la République. Et nous réitérons encore une fois tous nos... L'actualité hors de nos frontières à présent, elle nous mène d'abord au Niger où 6 soldats ont été tués au cours d'une attaque terroriste dans la ville d'Abala, puis au Mali avec une autre attaque tenue contre un camp de l'ONU. Enfin, aux USA, où Donald Trump a retardé la délocalisation de l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem. Le tour d'horizon est signé Fatima Taba. 6 soldats nigériens ont été tués ce mercredi soir lors d'une attaque terroriste dans la ville d'Abala, à environ 200 km au nord de Niamey, près de la frontière malienne, a indiqué l'AFP. Des combats sont notés ce jeudi également entre terroristes et forces nigériennes dans la même ville. Des avions militaires sont engagés pour les opérations de ratissage et de poursuite. Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, et plusieurs responsables nigériens ont assisté ce jeudi à l'enterrement des victimes d'Abala. Une autre attaque terroriste, cette fois-ci au Mali, contre un camp de l'ONU. L'attaque a fait plusieurs blessés ce jeudi dans la ville de Tombouctou. Cette base sécurisée proche de l'aéroport héberge également une partie des hommes de la plateforme désert de l'opération Barkhane. On compte plusieurs blessés côté français, dont un grièvement. La Maison-Blanche a annoncé ce jeudi que la délocalisation de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem était retardée, cela afin d'optimiser les chances d'aboutir à un accord entre Israël et les territoires palestiniens. C'était une promesse de campagne de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem, une décision qui n'est pas du goût du Premier ministre israélien qui estime qu'au contraire, maintenir les ambassades hors de Jérusalem repousse la paix. Et puis toujours à l'international et surtout avec Donald Trump, le président américain, sachez qu'il vient de décider d'exclure les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, une mesure qu'il explique, dit-il, par un désir de préserver les intérêts des États-Unis dans le domaine climatique. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, l'invité du 20h. Je rappelle que ce soir, Antoine Diouf reçoit le docteur Biram Aou, directeur général du CETUD. Excellente suite de programme sur la TFM. Excellente soirée.